Donc, pour ce qui est de la deuxième série, on va faire quelques exercices, pas tous les exercices, mais je vais essayer de rassembler un maximum d'informations à les répartir sur 3 ou 4 exercices qu'on va voir de suite. Donc, je rappelle que dans la chaîne de transmission, donc on a des données immatérielles qui sont donc des bits et des 0 et des 1, que je les rassemble ou pas. Ça ne changera rien au fait que ce soit des symboles que je dois transmettre envoyer sur quelque chose de physique, donc qui travaille, j'ai des composants analogiques, et donc je dois transformer ça en un signal électrique que je peux transmettre. Donc, l'idée, ce serait donc d'envoyer des 1 et des 0 sous forme donc de signal électrique. C'est ce qu'on appelle une mise en forme. Donc, je donne une forme. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi en anglais, c'est shaping filter. On parle aussi de line coding. Donc, en fait, je vais mettre en forme, ainsi transformer donc quelque chose d'immatériel, que sont le 0 et le 1, ou une séquence de 0, 0, de 1, 1, de 10, 11, en un signal électrique. Pour ce faire, je peux le faire de plusieurs façons. Donc, ce qui vient naturellement à l'esprit au départ, c'est de dire que le 1, ce sera une tension donnée, 5 volts, 12 volts, et puis le 0 ne sera pas de tension du tout. Bon, ce premier code-là, il va déjà poser pas mal de problèmes. Entre autres, déjà quand vous envoyez un 0, et donc en fait, vous n'envoyez rien du tout, donc il n'y a plus de tension qui est transmise, mais à ce moment-là, ça, je ne saurais pas faire la différence entre pas de tension et puis une coupure de la transmission. Soit, alors en fait, il y a plusieurs façons de faire. Elles dépendent principalement, en fait, pour choisir un code en ligne donnée, on va se poser beaucoup de questions. Et on voudrait un code qui réponde à plusieurs critères. Entre autres, par exemple, on aimerait bien que le code n'ait pas de composante continue. Pourquoi? Parce qu'en général, votre canal de transmission, il peut comporter des câbles, des transformateurs, des coupleurs. Et si vous utilisez un coupleur AC, eh ben, la composante continue elle ne sera pas transmise. Donc, votre signal sera distordu, donc vous n'allez pas pouvoir le récupérer à la réception. Qu'est-ce qu'on veut? Nous, si on utilise un canal, ce canal a une bande. On voudrait cette bande de spectral, cette bande de fréquence qu'on va occuper, on voudrait qu'elle soit la plus petite possible. Donc, si vous regardez ces différents codes en ligne, c'est ce qu'on va voir dans le prochain exercice. Ces différents codes en ligne ont une occupation spectrale qui est différente d'un cas à l'autre. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est occuper le moins de spectre possible. Donc, je suis en train toujours de parler de transmission en bande de base. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Voudrais bien aussi à la réception, si je ne connais pas l'horloge, j'aimerais que mon signal soit suffisamment, comment dirais-je, il faudrait que ce signal-là, quelle que soit la forme d'onde que je vais transmettre, il faudrait que je puisse récupérer l'horloge. Pour pouvoir récupérer l'horloge, il faudrait qu'il y ait des transitions. Pour que je sache, par exemple, si je prends ce signal-là, j'ai des transitions qui me permettraient donc de récupérer l'horloge. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme critères? Alors, puis il y a des codes, alors ça c'est des codes indépendants, il y a des codes qu'on dit dépendants. Sur ces codes-là, vous allez voir s'il y a moyen que je détecte qu'une erreur a eu lieu, ben, ce serait intéressant. J'ai un code aussi, je voudrais qu'il consomme le moins d'énergie possible, qu'il soit le plus facile à concevoir. Donc tout ça, tous ces critères-là font que donc ces différents codes-là seront différents et qui ferait que j'irai vers un choix, un tel ou un autre. Alors, dans cet exercice-là, donc qu'est-ce qu'on me demande? On me demande de générer le message, donc 0, 1, 0, 0, ensuite 3, 1, 0, 10, 10. Alors, bon, c'est un message binaire, on me demande d'utiliser les codonines, donc unipolaire NRZ, non-return to 0, return to 0, polaire, non-return to 0, polaire return to 0, et le codage de Manchester. Alors, je vous ai mis la solution directe, c'est pour pouvoir expliquer aussi ces critères et pour pouvoir parler aussi de la DSP, c'est-à-dire de la densité spectrale de ces signaux. Donc, quand je dis unipolaire, quand on dit polaire, ça veut dire que la tension que vous allez donner à 1, 0 ont des signes opposés. Si vous dites unipolaire, en fait, il y a un seul pôle. C'est-à-dire que l'un, c'est 0 et que l'autre, c'est une tension donnée. Alors, ces codes-là, ils ont comme défaut, comme ils sont unipolaires, donc si vous faites la composante continue, qui peut ne pas être transmise par votre canal de transmission, vous avez une composante continue qui est non nulle. Et idem pour celui-là, ma composante continue est non nulle, puisque le minimum c'est 0 et le maximum c'est 1. Par contre, dans les codes qu'on appelle polaires, ça veut dire que là, vous avez une tension de moins 1, puis une amplitude de 1. Pareil, celui-là.
moins A, A, même si je passe par 0. Mais si je fais la moyenne, je trouverai 0. Bien, alors, unipolaire, non, on retourne à 0. Unipolaire, donc ça veut dire une seule tension, positive ou négative, et l'autre sera nulle. Donc, si vous regardez, donc pendant 0, nous, on a pris ici RB qui vaut 100 kg BPS. Donc, ça veut dire que TS, c'est 1 sur RB, et donc ça me fait 1 sur, sur 10 puissance 5, ce qui me fait 10 puissance moins 5. Ça veut dire que mon temps symbole ici, c'est 10 puissance moins 5. Si je regarde ici, il est donné en micro, donc 10 puissance moins 5 en micro, ça fera donc 10 fois 10 puissance moins 6. Donc la durée d'un symbole, c'est 10 microsecondes. Donc, si je regarde, donc si je n'avais pas la solution ou si je devais faire l'inverse, deviner à chaque fois quel est le code, on va faire plutôt travailler comme ça. Donc, je vois ici que c'est 0. Ensuite, quand j'envoie 1, c'est A. Ensuite, 0, 0, A, 0, A, 0, A, 0. Donc, je sais que ce code-là, d'abord, pourquoi non retour à 0? Il y a des codes où on prend la durée, donc la durée du symbole. Ici, donc c'est TB et c'est aussi TS parce que c'est en binaire ou la durée de mon symbole, je vais transmettre quelque chose. Donc, je vais vous mettre le filtre de mise en forme à chaque fois, pour chacune. Ici, H de T, c'est ça. Donc, TS égale TB. Voilà mon shaping filter. Donc, chacun est multiplié par H de T. Le 1 sera multiplié par H de T dans l'amplitude, c'est A. Donc, j'aurai 1. Quand c'est 0, j'aurai 0. Dans ce cas-ci, j'aurai et qui est aussi TB sur 2. Et sur une partie, donc tout ça de là à là, c'est la durée du bit, qui est aussi la durée du symbole en binaire. Donc sur la moitié, j'enverrai 1, et sur l'autre moitié, j'enverrai 0. Donc ce qui va se passer, si c'est un 0, 0 fois tout ça, ça donne 0. Dès que je passe à 1, ça me fait 1. Sur la moitié, la prochaine moitié ici, j'aurai un 0. Donc ici, dans les deux cas, j'ai une composante moyenne qui est non nulle. Par contre, je vais te parler de quelque chose. Si je veux récupérer l'horloge, il faut que j'ai un max de transition. Donc, si je compare celui-ci par rapport à celui-là, j'ai des transitions, j'ai des passages de 1 à 0 qui font que il y a moyen que je récupère l'horloge. Par contre, j'ai une séquence longue de 0, là, je ne pourrais pas récupérer l'horloge. Donc, le premier est dit NRZ polaire. Le second, celui-ci, est dit euh, retour unipolaire RZ. Donc, c'est RZ unipolaire. Alors, la différence maintenant avec ces deux-là, c'est que maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Tout à l'heure, donc le 1, donc c'est le mapping to symbole. Un 1 a été traduit en 1 et un 0 a été traduit en 0. Ici, idem. Un 1 a été traduit en 1 et un 0 a été traduit en 0. Ensuite, j'ai multiplié par H de T. Par contre, ici, dans les codes polaires, faites le mapping to symbole, c'est-à-dire que c'est le passage du binaire au symbole. Donc ici, un 1 sera traduit en 1 et un 0 sera traduit en moins 1. Sauf que c'est multiplié par les mêmes éléments, c'est-à-dire le shaping filter est le même. Mais du coup, lorsque j'envoie 0, si je multiplie ça par moins 1, j'aurai un truc qui va vers le bas. Quand je multiplie ça et qui dure un temps binaire, c'est-à-dire un temps symbole. Lorsque je veux souhaiter transmettre un 1, donc l'amplitude reste A, et donc je vais transmettre A sur une durée T, S égale TB. Si c'est un moins 1, si c'est un 0, il est traduit en moins 1 fois A, ça fera moins A. Donc ce code-là est dit code polaire, non retour à 0, parce que je ne reviens pas à 0. C'est-à-dire pendant toute la durée du bit, j'ai un 1. Par contre, celui-là, ce que j'y gagne, c'est que maintenant ma composante continue est nulle. Je regarde ici c'est-à-dire la valeur moyenne est nulle. Je regarde ici ce deuxième code, c'est la même chose, sauf que cette fois-ci, c'est cet élément-là. Donc, le shaping filter, c'est tout ça. Donc, sur une partie, donc lorsque je vais envoyer 0, ce sera ça fois moins 1. Donc, j'aurai moins A sur la moitié du temps. Ensuite, l'autre moitié, j'aurai 0. Pareil, si je veux envoyer un 1, donc c'est multiplié par 1, donc ce sera plus A, une partie 0, ainsi de suite. Vous remarquerez avec celui-là aussi que la valeur moyenne est nulle. Et vous remarquerez aussi que par rapport à celui-ci, j'ai quand même plus de transition. Donc, il y a moyen de récupérer l'horloge. Mais il y a un mais.
Alors, si vous notez bien ici maintenant, si je devais comparer ces deux codes avec ceux-là, alors rappelez-vous que lorsqu'on a utilisé la formule de Pennett pour calculer la DSP, donc si vous calculez la DSP moyenne, mais vous remarquez qu'ici, par exemple, ce sont des portes de largeur TS, mais ici, c'est plusieurs portes, mais de largeur TS sur 2 ou TB sur 2. Or, nous, on sait quelque chose. On sait qu'une porte de largeur, on connaît cette formule-là, la TF d'une porte de largeur θ, c'est Aθ sinus cardinal Fθ. Donc, imaginons que dans le premier cas, lorsqu'il n'y a pas de non-retour à zéro, tous les codes avec non-retour à zéro, donc votre θ c'est TS, donc vous aurez un sinus cardinal qui va s'annuler toujours 1 sur θ, donc 1 sur TS, il va s'annuler tous les 1 sur TS. Par contre, dans les codes retour à zéro, votre θ c'est TS sur 2, et du coup, le sinus cardinal, il va s'annuler l'inverse de ça, donc tous les 2 sur TS. Donc vous allez vous retrouver avec ça, c'est le double de ça, avec des lobes secondaires plus grands, et donc forcément une occupation spectrale plus grande. Alors pour ce qui est du code de Manchester, donc c'est justement pour résoudre les deux problèmes, c'est-à-dire j'aurai une valeur moyenne nulle et j'aurai des transitions. En fait, la transition se passe au milieu, c'est-à-dire que votre h de t, en fait, il va valoir, donc je vais le dessiner, pourquoi je vais l'écrire. En fait, mon h de t, c'est tout simplement ce signal. S'annule à tb sur 2, donc ça c'est tb. Donc en fait, vous aurez toujours des transitions parce que vous forcez une transition au milieu. Du coup, quand vous multipliez, mais j'utilise toujours ce mapping, un 1 est transformé en 1, un 0 en moins 1, et je le multiplie par h de t. Vous vous rappelez de la formule, c'est la somme des at delta de t moins kt. Je convolue, je ne multiplie pas avec ht. Mais comme c'est indirect, ce sera la somme des différents h de t. Donc du coup, si c'est moins 1, qu'est-ce qui va se passer? Si ça c'est 1, ça c'est moins 1. Si vous multipliez par moins 1, ben vous allez inverser le sens. C'est-à-dire là, il va commencer vers le bas et monter. C'est ce que vous avez ici. Il fait moins 1. Donc tout ça, c'est mon signal qui correspond à 0. Tout ça, c'est mon signal qui correspond à 1 et ainsi de suite. Donc ça, c'est mon 0. Donc ça, c'est 0. Ensuite, j'ai un autre 0. Donc je vais recommencer. Ça fait 0. Ensuite, j'ai un 1. Alors, après le 1, j'ai encore un 1, donc on le voit ici. Après ce 1, j'ai encore un 1. Après le 1, j'ai un 0, donc ça fera ça. Alors, donc vous remarquez qu'il y a beaucoup plus de transitions que dans le cas, elles sont beaucoup plus longues lorsque vous faites passage de 1 à 0 ou de 0 à 1. Mais n'empêche que vous pourrez donc récupérer l'horloge grâce au fait que ça passe assez souvent par 0. Donc, tous les exercices, les autres exercices, je ne sais plus, les autres exercices qui ressemblent à ça, on ne les traitera pas. Une fois que vous connaissez les codes, vous avez la formule aussi de Pennett pour mesurer la DSP dans le cas où on vous demande la DSP. Ça, c'est ce qu'on appelle des codes indépendants. Donc, ça veut dire que selon que vous envoyez 1 ou 0 avant, n'a aucune incidence sur ce qui se fera par la suite. C'est-à-dire, j'envoie un 1, ben, la prochaine fois j'envoie un 1, il aura la même forme. Si j'envoie 0, que ce soit 0, ou je l'inverse, c'est-à-dire ce qui se passe maintenant n'impacte pas ce qui va se passer plus tard. C'est ce qu'on appelle des codes indépendants. Bon, pour la détection de l'erreur, vous pouvez, c'est-à-dire là, s'il n'y a pas de passage par 0 ou une langue, il y a moyen un petit peu de détecter les erreurs. Par exemple, sur ce signal-là, si je reçois 0, ben, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce que je suis censé recevoir moins 1 ou 1. Donc, si c'est 0, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est produit. Alors, avec les codes indépendants, on a essayé de résoudre beaucoup de problèmes. Alors, on a essayé de faire en sorte que sur le signal, il n'y ait pas de en f égale à 0, j'ai pas de valeur, je n'ai pas de valeur, on va en parler tout à l'heure. En fait, vous les DSP, si je reviens ici, en fait, cette DSP-là, donc c'est des sinus cardinaux, que ce soit, donc si je regarde la première, ça s'annule tous les 1 sur TS, 2 sur TS, que ce soit la deuxième, ce sera un truc qui va faire ça, plus large. Sauf que votre canal, il n'a pas une bande spectrale qui démarre forcément à f égale à 0. Et donc, il y a un problème, il y a cette partie qui ne va pas passer. Donc, on utilise d'autres codes qui font que, pour ces codes-là,
Alors, non seulement vous n'avez pas, il s'annule pour f égale à 0, c'est des codes où vous pouvez aussi détecter l'erreur. C'est des codes où on fait en sorte qu'il n'y ait pas une longue suite de 1, qu'il n'y ait pas une longue suite de 0. On va commencer par le premier. Alors, le premier, si vous regardez le mot, ce qui a changé, c'est qu'on a rajouté bipolaire. Donc, c'est le même code, c'est le code polaire, retour à 0. Je rappelle le retour à 0. Donc, vous avez une partie. Alors, une petite partie où vous avez, pourquoi j'ai tracé celui-là? Je vérifie juste quelque chose. Il y a un petit souci par rapport à ce graphe. Alors, normalement, bipolaire NRZ, je devrais avoir, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié, je devrais avoir quelque chose qui fait ça. Donc, à 0, ça fait ça, puis ça revient. Parce que là, j'ai pris un truc unipolaire, pas bipolaire, donc je n'ai pas vérifié. Donc, alors, ça fait ça. Quand vous recevez un 1, ça fait ça. Jusqu'ici, ça fait 0. Quand c'est un 0, ça va faire ça. Alors, je vérifie juste que j'ai pas dit de... Mais je suis en train de dire une bêtise. Il faut que je coupe tout ça. Alors, donc je disais par rapport à ces codes-là, donc bipolaire signifie que c'est un code où en fait c'est des codes qu'on dit dépendants, ça veut dire que l'état d'un bit va dépendre de celui qui le précède. Mais lequel? Ici c'est le 1. Donc en fait qu'est-ce qui va se passer? Donc dans ce code-là, donc non retour à 0, ça veut dire que j'ai un 0 donc je maintiens, c'est toujours la même forme, donc h de t c'est sur la durée tb sur 2 c'est 1, sur de tb sur 2 à tb c'est 0, et le mapping se fait comme ça, c'est-à-dire le 1 est maintenu comme étant 1 et le 0 reste comme étant 0. Donc ici, ce qui se passe par rapport au précédent, par rapport à celui de tout à l'heure, c'est que si une fois j'envoie 1, la fois d'après je vais envoyer moins 1. Donc pourquoi je fais ça? Ça me résout un petit problème. Ça ne résout pas le problème d'une séquence de 0, mais je n'aurai plus une séquence de 1 qui se suivent parce que le 1, il va basculer. Ou c'est un moins 1 ou c'est un 1. Donc si on regarde ici cette séquence, au départ c'était 1. Prochain 1, je transmets comme étant moins 1. Là, vous avez donc sur TB sur 2 moins 1 et cette partie est 0. Donc tout ça, c'est votre 1. Le prochain 1, il sera transmis comme ça. Donc il sera inversé. Ça m'évite donc d'avoir une séquence de 1. Du coup, je pourrais déterminer l'horloge en suivant les transitions. Dans le cas du code NRZ, c'est juste que, au lieu que la durée de symbole ce soit un 1, la moitié du symbole, ce sera un 1 toute la durée du symbole. J'aurais dû commencer par celui-là. Il est plus clair. Donc, du coup, un 0 est un 0, un 1. Au prochain 1, ben, c'est un moins 1 qui est transmis. Au prochain 1, c'est un 1. Et donc, du coup, je pourrais plus facilement récupérer l'horloge. Sauf que ça ne me résout pas le problème si au départ de ma transmission, il y a une suite de zéros. Donc, sur les suites des zéros, en fait, il y a plusieurs codes qui s'appellent. Donc, c'est High Density, le B, je ne me rappelle plus ce que c'est. High Density. En tout cas, il y a, que ce soit HDB2, HDB3, en fait, ce chiffre-là veut dire que il n'y aura jamais une suite, une maximum de plus de 3 zéros qui se suivent. Donc, en fait, comment que ça se passe? Donc, au départ, je transmets, donc la transmission se fait toujours. En fait, vous pouvez extraire celui-là du code AMI. Donc, si vous avez des difficultés à le faire, faites un code AMI. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Sachant que, on appelle ça bit de violation, c'est-à-dire je viole la règle, c'est-à-dire la suite, il n'y a pas plus de 3 zéros qui s'enchaînent. Donc, j'ai 3 zéros, 1, 2, 3. Ben, le quatrième, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui changer. Je vais le faire passer pour un 1. Mais comment le différencier d'un vrai 1? Imaginons que dans votre séquence, c'est 0, 0, ensuite 1. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On ne change pas la polarité, c'est-à-dire il a le même sens, il est dans le même sens que celui-là. Donc, même si je n'avais pas les chiffres, je saurais décoder cette séquence. Je sais que ça, c'est un 1, ça, c'est un 0, 0, 0, mais que celui-là aussi est un 0. Pourquoi? Parce que ça aurait été un code AMI, il serait passé du côté opposé. Si ça avait été plus, en plus A, ça deviendrait moins A. Si ça avait été moins A, ça deviendrait plus A. Et en fait, comment qu'on fait? C'est que voilà, sur la suite, on fait ça. En fait, parce qu'il y a deux règles. Si, après le dernier bit de violation, si la suite de 1 envoyé est impair, alors vous, la séquence que vous allez envoyer, c'est 0, 0, 0, V. Si après le dernier changement, le nombre de 1 est pair, alors vous allez envoyer B, 0, 0, V. On va le tester.
Donc, si je regarde ici, ma transmission démarre, donc j'ai un seul 1. Donc, la prochaine séquence de zéro, je vais remplacer par 0, 0, V, mais tel que ça aura la même, aura la même amplitude que le précédent. Je regarde maintenant. Donc, après ça, qu'est-ce que je dois faire? Moi, j'avais un 1, donc j'inverse la polarité. Donc, maintenant, ce 1, il va passer comme ça. Donc, ça, je sais que ça, si je reçois ça, je sais que c'est un 1. C'est le code AMI qui dit qu'on doit inverser. Donc, après avoir envoyé moins 1, il faut que j'envoie 1. Maintenant, je me retrouve avec 4 zéros qui s'enchaînent. Qu'est-ce que je fais? Je comptabilise à partir de la dernière fois que j'ai dû changer le quatrième bit et je compte combien de 1 ont été envoyés. J'en compte 2. Donc, je suis dans le cas pair. Puisque c'est pair, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire cette séquence-là, B00V. Et si vous remarquez encore une fois, ici, on a inversé la polarité, mais ici, ils ont le même sens. Donc, dans tous les cas, je saurai que c'est bien 4 zéros qui sont transmis. Dans le premier cas, pourquoi je le sais? Je le sais parce qu'il n'y a pas eu inversion de la polarité. Puis dans le deuxième cas, c'est que ces deux-là, il n'y a pas eu d'inversion. Donc je sais que c'est 4 zéros qui s'enchaînent. Alors j'ai rajouté juste un petit exemple pour traiter le cas où par exemple c'est vous avez 8 zéros qui s'enchaînent. Donc on applique la même règle. Donc on a dit lorsque le nombre de 1 envoyé après la dernière violation est impair, vous envoyez 00V. Donc ici ce que j'ai, donc faites toujours le code AMI et à partir, c'est comme ça que je fais, je trouve ça plus simple. Je fais AMI, donc j'inverse mes polarités. AMI, qu'est-ce qu'on dit? On a dit que les zéros c'est rien, vous êtes sur 0, et puis les 1 sont inversés. 1, moins 1, 1, vous les inversez. Ensuite, je réfléchis. Ici, j'ai un impair. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Ma séquence doit être 0, 0, V, sachant que ce V doit être du même signe que le dernier 1. Ensuite, je viens ici, je viens de voir qu'on a transmis un 1. Donc, à partir de la dernière violation, qu'est-ce qui s'est passé? Un 1 a été transmis. Juste un 1. Donc, je suis toujours dans le cas impair. Puisque c'est le cas impair, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenir 3 0 et le quatrième aura la même polarité que le précédent. Sauf que si dans ce cas-ci, ça s'est enchaîné, j'ai plus de 1, c'est-à-dire je me retrouve avec 4 nouveaux zéros. Si je compte à partir de là, du dernier quatrième bit du quatrième zéro, est-ce qu'il y a eu des envois de 1? Non. S'il n'y a pas eu d'envoi de 1 0, ça veut dire que je suis dans le cas pair. Puisque c'est dans le cas pair, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre B 0 0 V. Donc j'inverse la polarité, mais je sais que ces deux-là ont la même polarité. Voilà pour le code AMI. Donc ici, alors qu'est-ce qu'on a dit de ces codes-là? Ça me permettait donc de rajouter des transitions pour des 1, de ne pas autoriser une suite des 0, ce qui fait, ça me facilite la récupération de l'horloge, mais pas que. Ça me facilite aussi la détection d'erreur, parce que moi, si je reçois un 1 et tout de suite après, je reçois un 1, il y a quelque chose qui ne va pas. Il aurait dû changer de polarité. Sur un code AMI, par exemple, si je vois qu'il y a eu un moins 1, ensuite moins 1, je sais qu'il y a eu une erreur de transmission. Pareil ici. Si je remarque qu'il y a eu 3 zéros et que je vois que ce bit-là a été inversé, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que normalement, il ne l'est pas. Si je reçois après 3 zéros, le bit doit être de la même polarité. Pareil ici, après 4 zéros, je reçois ça, donc je sais que c'est la même polarité. Je compte le nombre de 1 auparavant, je devrais recevoir ici quelque chose qui est de la même polarité que le quatrième zéro. Alors, l'autre code aussi, il y a un autre code, c'est le code de Miller. Je vais expliquer comment ça fonctionne. Alors, comment il fonctionne? En fait, c'est comme un code de Manchester pour lequel on va rallonger un petit peu les transitions. En fait, comment que ça se passe? Dès qu'on passe de 0 à 1, il n'y a pas de transition. La transition se fait, si c'est un 1, il a une transition au milieu. Si c'est une suite de 0, la transition se fait entre les deux zéros. On va vérifier pas à pas si ça fonctionne. Donc ici, je passe de 0 à 1, donc il n'y a pas eu de transition. C'est un 1, la transition se fait au milieu. Voilà le 1, et il y a eu une transition au milieu. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 zéros. Alors pour les 2 zéros, la transition s'est faite au milieu. J'ai encore 2 zéros. La transition se fait au milieu. Ensuite, je passe de 0 à 1, pas de transition. Le 1 doit avoir une transition à son milieu. La voici pour le 1. J'ai encore un 1, donc il doit y avoir une transition au milieu.
Mais vous remarquerez que ce premier 1, regardez comment qu'il est, et regardez comment est le sens du deuxième 1. Donc, en fait, pareil pour le 0. C'est pas parce que c'est un 0 que c'est en haut ou c'est en bas. Donc, je reprends. Si je passe d'un 0 à 1, j'ai pas de transition. Parce que j'assure une transition qui va se faire. Le 1 a toujours une transition qui se fait au milieu. C'est-à-dire, je change d'état au milieu. Donc, de 0 à 1, pas de transition. De 1 à 0, le 1 a une transition, il part par le milieu, il passe ici au milieu, il y a une transition. Donc, c'est le code de Manchester. Ici, j'ai un 0, donc en fait, regardez le passage de 1. Je suis passé de 1 à 0, il n'y a pas eu de transition. Là, je passe de 0 à un autre 0, je fais une transition au milieu. Je passe de 0 à un autre 0, je fais une transition au milieu. Je passe de 0 à un autre 0, je fais, quand je dis une transition au milieu, non, je fais une transition à la fin du bit. C'est pas au milieu, parce que le milieu du 0, c'est ça. Chaque 0, il a ça. Et donc, la transition se fait à la fin du bit. Ensuite, ici, je suis passé de 0 à 1, je ne fais pas de transition et il y a une transition qui se fait au milieu du 1. Je passe à un autre 1, il n'y a pas de transition, mais il y a une transition qui se fait au milieu du 1. Je passe de 1 à 0, pas de transition. Je passe de 0 à 0, je fais la transition à la fin du bit, parce que le milieu du 0, il est quelque part ici. La transition se fait. Ici, je maintiens, je passe à un autre 0. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Parce que justement, je passe à un autre 0. Donc, elle va se faire à la fin du bit. Normalement, je l'ai mis pour cet exemple et je l'ai mis pour l'exemple d'avant. On peut le vérifier aussi. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le passage d'un 0, voilà, le premier c'est un 0. Le voici. Je passe à un 1. Il n'y a pas de transition qui se fait ici. Donc, 1. Il y a une transition au milieu du 1. Parfait. Je passe à un 0. Je n'ai rien. Je vérifie juste ici que, pourquoi, c'est bien le code de, non, non, ça c'est le code de Manchester. D'accord, je ne peux pas vérifier sur celui-là, je pensais que j'avais mis deux exemples. Ça c'est Manchester, ça c'est 0, ensuite 1, là vous inversez à chaque fois. Donc en fait, il s'obtient à partir de l'autre code. Donc je reprends, le passage de 0 à 1, il n'y a pas de transition, 1 a toujours une transition au milieu, le passage d'un 0 à un 0, la transition se fait en fin de bit. Voilà. Alors, vous me direz, alors celui-là, je disais que c'est comme une version améliorée de Manchester parce que pourquoi? Je parlais tout à l'heure de la largeur d'une porte. Tout à l'heure, si vous regardez sur Manchester, alors je reprends ici. Si vous regardez ici la taille, vous comparez par rapport au code non retour à 0, la taille est réduite de moitié ici, puisqu'il y a une transition qui se fait au milieu. Donc la largeur de la porte, c'est état sur 2, puisque tout ça, c'est un bit. Donc vous avez deux portes, l'une de largeur TB sur 2 et l'autre de TB sur 2. Donc tout ça, ça vous fait un sinus cardinal qui s'annule tous les deux TB. Donc un lobe secondaire qui est double par rapport à 1 sur TB. En fait, le code de Miller apporte une solution à ce problème-là. Vous regardez maintenant. Il n'y a plus de petites transitions. Elles sont au minimum, elles ont une taille au minimum, celle du code non-retour à 0. Donc, j'aurai un spectre beaucoup plus petit. Justement, pour parler de ces spectres, avant d'en parler, on va d'abord traiter cette séquence. On va parler du codage Gray. En fait, le codage Gray a été fait de telle sorte qu'au moment de au moment de la réception et que vous voulez décoder vos bits, que vous ne vous trompiez jamais plus d'un bit. Alors, je m'explique. Alors, je vais vous le donner d'abord pour 4 et je vais m'expliquer. Code Gray pour 4, voilà ce que c'est. Alors, vous, en supposant que, par exemple, ça, on va dire que ça, c'est moins 3 volts, ça, c'est moins 1 volt, ça, c'est 1 volt, et ça, c'est 3 volts. Supposons que, bien sûr, après la transmission, il y a du bruit qui s'est rajouté. Sauf que ce bruit qui s'est rajouté là, supposons qu'il vous fasse passer, par exemple, il y a beaucoup de bruit qui s'est rajouté, et donc, au lieu de recevoir 1, vous allez recevoir parce que normalement, vous avez des seuils, il y a du bruit qui se rajoute, et par exemple, si j'ai reçu 1,2, 1,3 volts, bah, je sais que c'est à peu près 1. Ce bruit qui s'est rajouté à plus ou moins quelque chose, c'est 1. Mais supposons que c'était à 1, mais que le bruit qui s'est rajouté, ce soit 2,1. Du coup, vous êtes plus proche de 3 que de 1. Et en fait, ce qui va se passer, donc vous allez croire que vous avez reçu 3, mais grâce au codage Gray, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous tromper au maximum sur un symbole. Pourquoi?
Parce que dans le codage gré, si vous remarquez de là, c'est un symbole qui a changé. De là à là, c'est un symbole qui a changé, c'est celui-là. De là à là, de là à là, le symbole qui a changé, c'est le numéro 2. Et de là, alors de 00 à 1, donc c'est le premier bit qui a changé. De là à là, c'est le deuxième bit qui a changé. De là à là, c'est le premier bit qui a changé. Donc le codage gré est fait de telle sorte que lorsque vous allez vous tromper, vous ne ferez jamais une erreur de plus d'un bit. Donc voilà à quoi sert le codage gré, on en parlera un peu plus tard. Comment il est obtenu? Donc si vous faites votre... Alors je vais juste vous montrer, si j'avais pris ma séquence binaire comme d'habitude, et regardez, dans ce cas-ci, si je prends celui-là pour celui-là, que je fasse une erreur, je me serais trompé sur 2 bits. Alors que dans l'autre, je me garantis que je ne ferai pas une erreur de plus d'un bit. Alors, comment qu'il a obtenu ce codage gré? En fait, vous prenez votre séquence, quelle qu'elle soit. Ah, il y a plusieurs façons de faire. Donc ça, c'est le codage binaire. Et ça, c'est le gré. En fait, ce que vous faites, vous prenez toujours le premier, vous le gardez, quelle que soit la séquence, et puis vous allez faire des ou, des XOR. Donc un XOR, qu'est-ce qu'il donne? Nous, on sait qu'un XOR, quand c'est pareil, il donne 0, quand c'est différent, il donne 1. 0 et 0, c'est pareil, il va me donner 0. Je garde toujours le premier, c'est 0, je fais un XOR. Entre celui-là et celui-là. On a dit quand c'est pas pareil, c'est un 1. Donc ça me donne 0, 1. Je garde toujours le premier, je fais un XOR avec celui-là. Ils sont différents. S'ils sont différents, c'est un 1. Je garde toujours le premier et je fais un XOR. Ils sont pareils, ça me donne 0. Voilà comment s'obtient le code gré. On va le faire aussi c'est pour un 3 bits. Là, je l'ai fait pour m égale 4. Je vais le faire maintenant pour m égale 8. Donc 2 puissance 3, donc 3 bits. Je vais écrire ma séquence et on va le faire. Là, je compte en binaire. J'ai bien 4 et 4. Ok, on a dit que le premier, on le gardait toujours. Donc le premier bit, je vais l'écrire. Et après, je vais faire des XOR. Donc pour trouver le deuxième, je vais faire un XOR entre celui, moi je l'ai mal écrit, je vais faire un XOR entre celui-là et celui-là. On a dit, c'est pareil, c'est 0, c'est différent, c'est 1. C'est pareil, donc c'est 0. Celui-là, c'est pareil, ça fait 0. Je recommence. Pareil, 0, différent, 1. Différent, 1. Ils sont différents, 1. Ensuite, ils sont différents, donc 1. 1 et 1 sont pareils, donc je vais mettre 0. Différent, donc 1. C'est pas de bêtises. Différent 1, on a dit différent 1, pareil 0. Donc ici, ils sont pareils. Donc ça me fait ça. Alors, ceux-là, ils sont différents. Donc ça fait 1, ces deux-là sont différents, ça fait 1. Ces deux-là sont pareils, ça fait 0. Ces deux-là sont différents, ça fait 1. Ces deux-là sont différents, pareils, ça fait 0. Ces deux-là sont pareils, ça fait 0. Après, comment je sais que plus ou moins je ne me trompe pas? Je sais que je dois terminer par 100. Ça aurait été 4 bits, je dois terminer par 1000. Ça aurait été 5 bits, je dois terminer par 10 000. Et si vous regardez, après je peux vérifier, il faudrait que chaque séquence ne diffère que par un bit. Là, c'est celui-là qui est différent. Entre cette séquence et celui-là, c'est celui-là qui est différent. Entre celle-ci et celle-là, c'est celui-là qui est différent. Entre celle-ci et celle-là, c'est celui-là. Entre celle-ci et celle-là, c'est celui-là. Et entre celle-ci et celle-là, c'est celui-là. Voilà comment vous allez faire votre codage gré. Qu'est-ce qu'on pose comme question pour cet exercice? On me dit déterminer associated with the binary signal for m equal 4, repeat for m equal 2. If RB, if rate bit, c'est 12 kilobits per second, alors on me demande de calculer le débit symbole pour chacun. Rappelez-vous que le débit binaire, donc la formule, vous avez toujours RB qui vaut log 2 de M de RS. Donc, on me demande de calculer RS. Donc, dans le premier cas, j'ai 2 bits. Donc, je sais que je vais trouver log 2 de 4. Donc, ça me fera 2. Donc, pour RS, pour M égale à 4, c'est 2 bits. Donc, je sais que RS, ce sera 6. Après, vous calculez si vous le souhaitez.
Et pour m égale 8, j'utilise 3 bits, donc RS, 12 divisé par 3, ça fait 4 kilobits par seconde. Vous pouvez aussi dire 6 kilobaud. Et vous pouvez dire ici 4 kilobaud. Voilà pour cet exercice. C'était juste histoire d'introduire le codage. Après, je n'ai pas vérifié, mais je suppose que je ne me suis pas trompée. 110, c'est bien 4, 111, 101 et 100. Très bien. Alors, parle justement des fameux codes. Alors, cet exercice, on l'avait fait en cours, mais je le reprends quand même en TD. Je disais que tout à l'heure, ce qui était important, c'était donc parce qu'elle pouvait être filtrée par votre circuit. Est-ce qu'il y avait moyen de récupérer l'horloge? Il y avait assez de transition pour récupérer l'horloge. Est-ce que la consommation aussi d'énergie? Parce que selon, n'oubliez pas aussi quand vous avez un code qui est unipolaire comme celui-là, donc vous avez une dissipation de chaleur qui est continue, donc vous avez de grosses pertes. Vous avez toujours une valeur moyenne là. Donc vous avez des pertes. Est-ce que ce circuit est facile à concevoir ou pas? Alors, sur ces codes-là, oui, je ne vous ai pas parlé du code MR. Normalement, je pense qu'il manquerait un exercice ici, mais je vais le reprendre éventuellement là. Donc, pour un code comme celui-ci, je vais me retrouver avec combien de niveaux? Donc, codage gré. Donc, si c'est par exemple ça, je vais faire ça, quelque chose comme ça. Donc, le moins 3 volts va correspondre à 0,0. Le moins 1 volt va correspondre à 0,1. Le 1 volt dans le codage gré, ça va correspondre à 11. Et le 3 volts va correspondre à 10. Donc, quand vous avez un signal qui est comme ça, donc vous allez avoir une DSP. Donc, si ça, c'est votre temps symbole, vous allez avoir donc une DSP qui va s'annuler tout. On avait dit donc tous les 1 sur TS. Et si vous comparez par rapport à celui d'avant, votre TS ici, c'est combien? Vous avez 2 bits, donc c'est 2 fois TB. Donc, si vous raisonnez par rapport à la même référence, le temps de bits, vous avez une porte qui est 2 fois plus grande. Qui dit une largeur 2 fois plus grande, donc c'est 2 TB. Donc, votre TS, c'est 2 TB. Donc, ça va vous donner un sinus cardinal, donc qui s'annule la largeur de la porte. Et donc, ça va s'annuler tous les 1 sur θ. Et donc, le 1 sur θ, c'est 1 sur TS. Et donc, c'est 1 sur 2 TB. Si tout à l'heure, et là, il faut quand même revoir le cours par rapport à ce que je suis en train de faire là. Donc, si ça annule tous les 1 sur 2 TB, donc c'est une porte plus large, donc un sinus cardinal, rappelez-vous la dualité temps-fréquence. Un signal qui est limité en temps le sera moins en fréquence et vice-versa. Rappelez-vous, la TF d'un Dirac qui est bien limitée en temps, c'est une constante. Donc, vous occupez le bruit blanc, occupe tout le spectre. Et donc, c'est pareil ici. Si vous dites une porte qui est étroite, elle aura un lobe secondaire large. Une porte qui est large aura un lobe secondaire étroit. Donc, elle va occuper, l'occupation spectrale sera plus petite. Donc, c'est 1 sur 2 TB. Imaginons que votre TS maintenant, ce soit donc 3. Vous aurez 3 TB. Donc, votre porte va s'annuler tous les 1 sur 3 TB. Donc, donc, votre lobe sera encore plus petit. Vous comparez votre référence, c'est 1 sur TB. Donc, celui-là, 1 sur 2 TB, donc c'est la moitié. Et celui-là, c'est le tiers. Donc, ça, c'est pour le code. On appelle celui-là PAM4 et on appelle celui-ci PAM8. On parle en anglais, on dit 4 array and 8 array. Donc, en fait, ce que j'ai mis ici, je pense que j'ai mis aussi les DSP. Donc, ces DSP-là, vous pouvez les revoir sur les slides du cours. Donc, juste pour, on va en parler un petit peu ici. Donc, vous prenez la formule de Bennett et vous calculez à partir d'ici. Là, je vois qu'il y a une petite erreur. Ça, c'est TS, c'est pas TB. C'est TS. Je vais juste rectifier ça. Je rectifierai plus tard sur le cours également. Donc, ça. Et par moment, on ne remarque pas certaines choses, donc certaines erreurs. Donc, le code unipolaire, par exemple, le code unipolaire, vous avez déjà, et il ne s'annule pas à 0. Et vous avez déjà, comme vous avez un petit, si vous faites développer la formule, vous allez retrouver un petit Dirac au niveau de F qui correspond dans la formule de Bennett. Vous avez donc la DSP qui correspond à un signal plus des éléments discrets qui sont liés à la moyenne. Donc, tous ceux qui ont une moyenne nulle n'ont pas ce Dirac.
c'est-à-dire ces 4 éléments, tout ce qui sont des codes non unipolaires, vous ne retrouverez pas de Dirac. Donc, dans les codes unipolaires, regardez, il y a un Dirac qui va apparaître en delta F. Ici, c'est un code aussi unipolaire parce que cet élément, il y a la moyenne. Et comme la moyenne est non nulle, vous allez vous retrouver avec un Dirac. Là, je ne peux pas m'étaler plus que ça. Il faut reprendre c'est des démonstrations qui sont sur le slide du cours. Donc, sur ces codes-là, on retrouve un petit Dirac. Des Dirac qu'on aura tous les 1 sur TB. Donc, en fait, si je regarde tous ces signaux, et si vous regardez toutes ces DSP, tous ces des sinus cardinaux, c'est pas étonnant. C'est des TF de porte, sauf que ces portes-là, certaines sont plus larges que d'autres. D'autres sont plus étroites. Bien. En fait, cet exercice, donc on l'a traité en cours, il me semble, enfin sûr, et on l'a traité en cours. Donc, si on vous donne un exemple comme celui-là, on vous demande d'identifier à quel code en ligne ces DSP correspondent, commencez toujours déjà par les codes unipolaires. Donc, si vous regardez ici unipolaire, vous devez trouver un petit truc. Voilà, il y a un petit truc ici, un Dirac. Et ici, pour celui-ci, il y a un Dirac. Donc, c'est celui qui est en bleu. Et en fait, comment je les différencie? Pas compliqué. Entre le code unipolaire NRZ et RZ, qu'est-ce que j'ai? Ici, j'ai un lobe. Euh, j'ai une largeur de fenêtre plus grande. Ici, c'était B. Et ici, c'est TB sur 2. Donc ici, sinus cardinal, il s'annule tous les 1 sur TB. Et celui-là, il s'annule l'inverse de ça. C'est-à-dire, il s'annule tous les 2 sur TB. Et donc, comment je vais les différencier? Si je regarde celui qui est en bleu, là, on a donné directement à F fois TB. Donc, ce que vous lisez comme valeur ici, c'est déjà multiplié par TB. Donc, si vous multipliez par TB, vous allez simplifier le TB, il va vous rester les 1 et les 2. Donc, si je remarque ici cela, donc celui qui est en bleu, il s'annule là. Celui qui est en vert, il s'annule tous les 2 sur TB. Donc, je sais que celui qui est en bleu, ça, c'est le code. Donc, polaire. Pourquoi unipolaire? Parce que vous avez le petit Dirac qui correspond à une valeur moyenne non nulle. Le unipolaire, donc qui s'annule, c'est celui qui est bleu, qui s'annule tous les 1 sur TB, c'est celui non retour à 0 parce que il a une largeur de fenêtre plus grande, donc un lobe secondaire plus étroit. Et le deuxième, donc vous avez un petit Dirac ici, c'est lui qui est, je me suis trompée, celui qui est en vert, non, c'est bon, celui-là il s'annule à 1, et celui qui est en vert, il s'annule tous les deux, tous 2 sur TB. Donc je sais que celui qui est en vert, c'est le code unipolaire, retour à 0 dans la taille de fenêtre est plus petite, donc le lobe secondaire est 2 fois plus large. J'ai déjà liquidé 2 codes. Maintenant, comment je vais déterminer le polaire NRZ et le polaire RZ? Ben, ils ressemblent, sauf qu'ils n'ont pas le petit truc, le petit Dirac. Ils ressemblent énormément aux deux autres, mais ils n'ont pas le petit Dirac. Et si je regarde, donc je vais chercher un signal qui s'annule tous les 1 et un signal qui s'annule tous les 2. Alors, lesquels j'ai et qui n'ont pas le petit truc? Ben, je vois celui qui est en rouge. Et lequel je vois? Et je vois celui qui est en orange. Donc, celui qui est en orange, il s'annule tous les 1 sur TB. Donc, ça veut dire que c'est le code polaire, non retour à 0. C'est-à-dire, donc, celui qui est en orange, c'est le code polaire, parce qu'il n'y a pas de composante, il n'y a pas le petit truc, et code polaire, et qui s'annule tous les 1 sur TB. Ça, c'est non retour à 0. Donc, c'est celui-là. Et l'autre, le code polaire, mais retourne à 0, il a une taille de fenêtre plus petite, donc un lobe secondaire 2 fois plus grand, qui s'annule tous les 2 sur TB. Si je regarde ce schéma, je devrais... Non, il y a moyen de zoomer, voilà. Il y en a un, donc, qui s'annule, qui n'a pas le petit truc, et qui s'annule tous les... Alors, je regarde où est-ce qu'il est. Donc, un qui s'annule tous les 2 sur TB. Donc, je dois trouver 2 fois plus large. Bon, je vais peut-être trouver. Alors, bon. Moi, j'ai fait... Je vais peut-être enlever les... Juste enlever ça. Juste ces dessins. Alors, conserver, oui. Je vais juste enlever ça. Les petits traits que j'ai mis ici parce que ça me gêne. Je n'arrive pas à voir la couleur bien. Voilà, on recommence. Bien. Donc, je dois avoir un code qui s'annule tous les 2 sur TB et qui n'a pas le petit truc en plus. Ah oui, donc, non, c'est pas.
Tout à l'heure, le unipolaire, oui, parce qu'en fait, j'ai pas bien regardé. Ah oui, il faut que je refasse cette partie. Ok. Alors, donc, je disais pour ces codes, peut-être le plus simple, c'est de commencer par les codes 4R, 8R, PAM8, PAM4. Pourquoi? Parce que sur cela, on sait que la durée du symbole, par exemple, quand c'est 2 bits, c'est 2 TB, et donc il s'annule tous les 1 sur 2 TB, donc il s'annule tous les 1 sur 2 TB. Si vous regardez ici votre échelle, elle est en fonction de TB. Donc, si vous faites 1 sur 2 TB fois F fois TB, le TB se simplifie. Et donc, vous regardez la valeur, celle-là, sans le TB. Donc, si je vois 1,5, je sais que c'est le code qui correspond à PAM4, 2 bits. Si je vois TS qui vaut 3 TB, ben, je sais que ce code-là, c'est 1 sur 3 TB. C'est comme l'échelle c'est F fois TB, le TB simplifie 1 tiers. Donc déjà, je vais repérer ce qui commence, ce dont la durée, ce dont le lobe secondaire est à 1,5. Donc si je regarde bien lequel est à 1,5, c'est celui-là, à 0,5. Donc je sais que ce code-là marron, c'est PAM4, 4R. Par la même occasion, je vais éliminer celui qui s'annule tous les 1 tiers. 1 tiers, c'est celui-là. Si je regarde tout ça, donc c'est 1. Si je regarde 1, ça fait 1, 2. Donc 1 tiers, c'est celui-là. Donc déjà, j'élimine celui-là. Je sais que ce code-là, c'est 8R. Qu'est-ce que je sais d'autre? Une fois que vous avez développé ces formules-là, si vous regardez le cours, avec le code de Manchester, c'est multiplié par un sinus. Ça veut dire quoi? F égale à 0. En F égale à 0, il s'annule, puisque F égale 0. Donc, quel est celui qui s'annule en F égale 0? C'est celui-là, celui qui est en violet. Donc, je vais encore en éliminer un. Donc, je sais que celui-là, c'est Manchester. Il m'en reste 8. Alors, comment que je vais faire? Je sais que les codes unipolaires, ils ont une moyenne qui est non nulle. Or, dans la formule de Bennett, quand vous calculez la DSP, donc vous avez la DSP qui dépend de sigma au carré, celle-là, la variance n'étant jamais nulle, donc vous trouverez toujours une valeur, plus une composante qui est liée à la partie, à la moyenne du code en ligne. Donc, ce code en ligne-là, ceux qui ont une moyenne, vous trouverez donc une somme, c'est une somme discrète. Dans le cas où le code est unipolaire, donc vous aurez un Dirac, juste en 0 pour un RZ, et vous aurez un PN de Dirac pour le code unipolaire. Et donc, je regarde quels sont ceux qui ont un Dirac. Mais en sachant faire la différence entre le code NRZ et RZ, je vois que ici, la taille de la fenêtre, c'est TB, donc le sinus cardinal s'annule tous les 1 sur TB. Ici, la taille de la fenêtre, c'est TB sur 2, parce qu'on revient à 0, donc il s'annule à l'inverse de là, donc 2 sur TB. Donc, les codes unipolaires, ils présentent un petit élément en 0, et il y en a un qui s'annule tous les 1 sur TB quand vous simplifiez, donc ça vous fait directement 1, et pour l'autre, ça vous fait 2. Donc, quels sont ceux qui présentent un petit truc? Si je regarde bien ici, je zoome, donc je vois quelque chose qui est en bleu et quelque chose qui est en vert. Je compare ce bleu. Ce bleu-là, il s'annule tous les 1 sur TB, et ce vert, il va s'annuler tous les 2 sur TB. Donc, je sais que ce code vert, plus la largeur du lobe est grande, plus la taille de la fenêtre est petite. Donc, forcément, ce code-là, c'est du unipolaire RZ, puisque c'est celui-là qui s'annule. Il a une taille de fenêtre plus petite, donc un lobe plus large. Et celui, je rezoome, il est en bleu. Donc, celui qui est en bleu, c'est celui-là. Je sais que ça, c'est le code. Alors, non retour à 0, puisqu'il s'annule à 1 sur TB, mais il est unipolaire. Ben, il m'en reste plus que 2 maintenant. Lesquels qui me restent? C'est celui qui est en orange et celui qui est en rouge. Les deux ne présentent pas de pic. Donc, en fait, c'est quel code? C'est le code polaire, retour à 0, et le code polaire, non retour à 0, et le code polaire, retour à 0. Le code polaire retourne à 0, il s'annule tous les 1 sur TB. Et le code polaire non retourne à 0, il s'annule tous les 1 sur 2 TB. Donc, je sais que celui qui est large, pardon, 2 sur TB. Donc, je sais que plus celui qui est large, c'est le pôle qui n'a pas de composante, qui n'a pas de Dirac. Donc, celui-là, je sais,
le plus large d'entre eux, c'est le code. Donc, retour à zéro polaire. Quel est le plus large entre les deux? Il me restait orange et rouge. Donc, le rouge, c'est le code polaire, polaire retour à zéro, puisqu'ils s'annulent tous les deux sur TB. Et celui qui est là, c'est le code polaire, mais NRZ. Bon, c'est un exercice que j'ai repris. Il faudrait, pour faire cet exercice, il faut avoir calculé les DSP auparavant. Il faut les avoir calculés pour pouvoir faire le lien. Voilà pour ces codes-là. Je crois que j'ai placé même les autres codes. Je pensais avoir placé les codes. Ah oui, je voulais vous montrer aussi cela. Donc, en fait, ici, c'est exactement le même raisonnement. On peut le reprendre encore une fois. On a dit tout ce qui présente un petit pic là, c'est forcément des codes. Là, c'était juste dessiné en décibels. Forcément, ça, c'est des codes unipolaires. Le non-retour à zéro, c'est celui dont le lobe est le plus petit. C'est ce qu'on voit là, unipolaire non-retour à zéro. Celui qui est en vert, il est 2 fois plus grand, 2 sur TB. Donc, c'est le code RZ unipolaire. Et vous faites le même raisonnement que tout à l'heure. Maintenant, ce que je veux regarder, je veux juste vous montrer que le code de Miller donc, et de Manchester, vous allez voir qu'il démarre à zéro. Donc, Miller, c'est celui, je vais juste zoomer. Donc, regardez, l'avantage ici, donc c'est toute cette partie-là, il n'y a plus de fréquences, fréquences à zéro peuvent ne pas du tout passer par votre circuit de transmission. Donc, si vous regardez ici votre code Miller, regardez, c'est celui-là. Ça, c'est le code Miller. Vous regardez le code Manchester, parce que vous multipliez aussi par sinus. Regardez, vous avez le code AMI, le voici aussi. Donc, ce sont des codes qui n'ont pas de valeur à f égale à 0. Donc, il n'y a pas de perte d'énergie. Voilà pour cet exercice. Alors, il m'en reste, il me semble, un dernier. Non, c'est ce que j'ai prévu. Alors, ah oui, c'est pour calculer l'énergie par symbole. Rappelez-vous que vous, ici, c'est un signal aléatoire. Donc, vous avez une suite de 1 et de 0. Pour pouvoir calculer cette énergie, vous allez calculer l'énergie de chaque bit. Si c'est l'énergie par symbole, parce que si vous avez 4 symboles, vous allez calculer l'énergie des 4 symboles et vous allez faire la moyenne. Alors, en fait, de cette énergie, on en reparlera plus tard quand on va calculer le bit error rate, quand on va calculer l'erreur qu'on peut faire par bit pour certains codes en ligne, pour certaines modulations. Il faut savoir, donc je disais que c'était un signal aléatoire, donc quand vous allez calculer, c'est une suite de 1 et de 0, ça peut être une suite de 0, 0, de 10, de 11, ça dépend du mapping que vous êtes en train d'utiliser. Et donc, quand vous allez calculer cette énergie, donc je reprends ici, qu'est-ce qu'on a? Par exemple, ici, je retrace. Supposons que j'ai un code, un polaire, NRZ, c'est ce qu'on me demande ici, moins 1, 1. Ça veut dire que mon H de T, mon shaping filter est comme ça. Donc, j'envoie pendant une durée de symboles, je vais envoyer un A, par exemple. Bon, habituellement, j'écrivais. Je vais envoyer sur une durée TB. Donc, ça veut dire que si c'est un 1, donc si c'est un 1, ce sera je vais envoyer V pendant durée TB. Si c'est moins 1, je vais envoyer moins V. Si je veux calculer cette énergie, donc elle va dépendre de l'énergie du shaping filter H de T. Donc, si vous envoyez un, qu'est-ce qui va se passer? Donc, et nous, je disais, quand on calcule, donc on calcule l'énergie moyenne. Donc, dans le cas où j'envoie 1, qu'est-ce qui va se passer? Donc, je vais écrire comme ça, si j'envoie 1, ben, l'énergie, ce sera donc V au carré. On peut calculer l'énergie de V au carré entre TB, mais ça revient à calcul de surface. Donc, ça, je vais l'écrire, mais je ne vais pas le refaire après. Ce sera l'énergie de H de T au carré dt. Et donc, ça vient dire intégrer V au carré dt entre 0 et la durée du bit. Si c'est TB, si c'est une durée de symbole, vous écrirez TS. Et donc, ça fera V au carré fois TB. De toute façon, je savais que c'est un calcul de surface. Donc, vous prenez juste l'amplitude au carré et vous multipliez par la durée du symbole. Donc, ici, si c'est un 1, ce sera V au carré fois TB. Si c'est un moins 1, ce sera moins V au carré. Ça fera aussi V au carré fois TB. Et si vous devez calculer donc l'énergie moyenne par symbole, donc vous en avez deux, vous allez faire V au carré TB plus V au carré fois TB sur 2 qui vous donne V au carré fois TB. Donc en fait l'énergie ici par symbole, c'est tout simplement l'énergie tout simplement de votre shaping filter. Donc c'est l'énergie de H.
Et c'est aussi, elle est exactement la même, c'est l'énergie par bit. Chaque bit a la même énergie, donc lorsque vous allez sommer, vous trouverez donc l'énergie par symbole. Dans le cas, je vais traiter un cas que je n'ai pas mis ici, en supposant que le 1 est traduit en 1 et que le 0 est traduit en 0. Cette fois-ci, si vous calculez l'énergie moyenne, ce qui va se passer, c'est que celle-ci, vous aurez V au carré fois TB, mais ici, vous n'aurez pas. Donc, vous aurez 0 sur 2 et ça vous fera V au carré fois TB sur 2. Ça, je suis en train de calculer celle d'un code unipolaire, NRZ. Maintenant, si vous avez donc un code tel que -3, -1, c'est-à-dire vous utilisez, je crois qu'on met pas array comme ça. Donc, si vous utilisez PAM4, vous avez quoi? Vous avez ça. Cette énergie-là, vous avez donc, je l'avais tracé tout à l'heure, ce qui fait que vous pouvez avoir -3, vous pouvez avoir -1, vous pouvez avoir 1 et vous pouvez avoir 3. Donc, on va calculer l'énergie de chacun. Si c'est 3, ça va faire quoi? Ça va faire, donc, si c'est 3, ça va faire 3 V au carré fois la durée du, n'oubliez pas, c'est la durée du symbole, parce que ici, maintenant, vous allez envoyer 2 bits, donc ce sera une durée TS. Supposons que vous allez envoyer quelque chose comme ça, T-3, ensuite 1, ensuite, par exemple, 3, et ensuite, -1. Alors, ça, conserver. Ok, je reprends. N'oubliez pas qu'il fait la moyenne, donc vous prenez tous les cas possibles, il fait la moyenne sur une longue durée. Pardon, donc ici, et supposons que le prochain c'est -1. Donc moi je vais calculer l'énergie par symbole, j'en ai 4, et je vais sommer et diviser par 4. Donc ça me fait, donc lorsque c'est -3, donc ça fait 3V au carré fois TS. Lorsque c'est -1, ça fait V au carré fois TS. Lorsque c'est 1, bah, ça fera V au carré fois TS. Lorsque c'est 3, ça fera comme ça, 3V au carré fois TS. Si je compte tout ça, et donc comme si je fais la moyenne, je dois diviser par le total des symboles. Donc l'énergie par symbole, ça va me donner, alors, 3 au carré plus 9 plus 9, 18, plus 1, ça fait 20 sur 4. 20 sur 4, ça fait 5. Donc ça me fait 5V au carré fois TS. Ça, c'est l'énergie par symbole. Mais ici, un symbole, il a combien? Il a 2 bits. Donc, si je compte maintenant l'énergie par bit, ce sera l'énergie par symbole divisé par le fameux log 2 de M. Ici, j'ai un log 2 de 4, ça me fera 2. Et donc, l'énergie par bit, ça fera 2,5 V au carré fois TS. Sauf que ce V au carré à la base, qu'est-ce qu'il représente? Il représente l'énergie de votre shaping filter. Je l'ai calculé ici, je les reprendrai un peu plus tard lorsqu'on calculera les BER et voilà, les différents codes. Normalement, voilà pour cette série. Pour la prochaine, c'est toujours tutoriel tout, mais on va faire là, on a parlé des codes en ligne, on parlera de la modulation.